TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le cadeau de fin d'année aux enseignants. Le gouvernement vient de faire l'annonce. C'est suite au rapport du comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord du 19 avril 2018. Dans la fièvre des préparatifs des fêtes de fin d'année, ça se bouscule sur nos routes. Trafic dense, attention aux accidents. L'opération Pancarte appelle les usagers à la prudence. Il vaut mieux préserver les vies. Et puis nous irons enfin à Tovega. Le tam-tam parlant à Topani annonce les couleurs du Festapa 2021. Et c'est le festival de danse et de chant traditionnel. On en parle en fin d'édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Les enseignants peuvent boire du petit lait. La prime de gratification, eh bien, c'est d'ici à fin janvier prochain. Le gouvernement vient d'annoncer la bonne nouvelle, un cadeau de fin d'année annoncé suite au rapport du comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord du 19 avril 2018, remis cet après-midi au gouvernement. Écoutez ça là. Le comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord du 19 avril 2018 a remis son rapport au gouvernement. Le rapport prend en compte les grands défis qui s'imposent au secteur éducatif national, des propositions également pour les relever. Ce qui mine aujourd'hui l'éducation dans notre pays, nous avons pu nommer cela clairement et c'est contenu dans le rapport. Deux autres éléments font partie de ce rapport, à savoir notre recommandation à créer un fonds national de soutien à l'éducation. Tout ce que nous réclamons, que ce soit sur le plan infrastructure, que ce soit sur le plan amélioration des conditions de vie de l'enseignant, cela a trait à l'amélioration de la situation dans notre système éducatif et au profit des enfants. Nos attentes, c'est que dans les délais, que l'application, la mise en œuvre des décisions par rapport à ces rapports puissent commencer à tomber pour que les camarades travailleurs puissent aussi se sentir à l'aise. Le gouvernement prend, lui, l'engagement. Les recommandations du comité de suivi seront toutes mises en application, mais de façon graduelle. Déjà, les enseignants peuvent se frotter les mains. Ils auront leur prime de gratification d'ici fin janvier 2022. Le gouvernement donne sa parole. Le gouvernement prend l'engagement, après avoir étudié ce rapport, que des dispositions concrètes et pratiques seront prises avant la fin du mois de janvier 2022, afin que cette gratification exceptionnelle sur la durée de la mise en œuvre de la feuille de route, à savoir de 2021 à 2026, soit véritablement débloquée. Le montant sera en ce moment indiqué à l'issue de l'étude de vos observations. En toute hypothèse, il nous sera difficile d'avoir l'ensemble des moyens et des ressources pour régler les problèmes en une fois. C'est pourquoi nous avons parlé aussi de la progressivité. Et pour la sérénité dans le secteur éducatif, le gouvernement veut compter sur la responsabilité et l'engagement des organisations de travailleurs et des centrales syndicales. Nous devons agir comme une société qui cherche à réaliser le bien commun et l'intérêt général. Et donc, quels que soient les problèmes qui pourraient advenir, nous devons avoir la capacité, comme nous venons de le faire, de nous asseoir, d'échanger, de discuter et de trouver les meilleures voies pour parvenir à une solution. Gouvernement et comité de suivi, tous restent optimistes pour un secteur éducatif plus prometteur. À l'Assemblée nationale, pas de plénière pour les 2 prochains mois, sauf cas exceptionnel. Les députés sont en congé depuis ce matin. La deuxième session de l'année vient d'être bouclée. Dernière séance hier, 4 mois d'exercice, 19 projets en tout adoptés. Retour sur la clôture hier, tard dans la nuit. C'est avec Marie-Ange Vida. Applaudissements nourris pour saluer 4 mois d'intenses travaux parlementaires.
De septembre à décembre, les députés ont examiné 19 projets de loi. Les séances plénières étaient aussi riches que variées. Dès l'ouverture de la session, et pour apporter la contribution de l'Assemblée nationale face à la menace sanitaire sur l'ensemble du territoire national, nous avons accordé à l'exécutif les moyens de poursuivre efficacement la lutte contre l'épidémie à la COVID-19 à travers l'adoption de la loi portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Sur un autre registre, nous avons eu l'occasion de dialoguer et d'échanger avec le gouvernement sur les priorités qu'il s'assigne. C'est ainsi que la 4e séance plénière a été consacrée au débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire économique pluriannuel des PBEP 2022-2024. La session qui s'achève aura été la plateforme de grandes avancées législatives. Nous constatons avec un réel bonheur, une nouvelle fois, la solidité, la stabilité et l'adaptabilité de nos institutions. En effet, au cours de la session qui s'achève, beaucoup de réformes engagées par l'équipe gouvernementale sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Zimna Singbe, ont été traduites en projets de loi et la plupart ont pu être adoptées par la représentation nationale. Au cours de cette 2e session ordinaire de l'année 2021, l'Assemblée nationale s'était mobilisée pleinement sur les projets de loi et a encore fait des amendements remarquables pour doter notre pays d'un corpus législatif cohérent et équilibré. La représentation nationale a voté des lois, mais ce n'est pas tout. Au-delà de cette production législative et de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a mené plusieurs activités au cours de la 2e session ordinaire qui s'achève. Notre diplomatie parlementaire a été sollicitée avec des visites de groupes d'amitié parlementaires. Le bilan de cette session est édifiant. Nous y avons tous grandement contribué et je vous en remercie vivement. Je souhaite exprimer ma gratitude à l'égard de chacune et de chacun d'entre vous, mes chers collègues. Je l'adresse donc à vous. Vous vous êtes enrichis de nos travaux et de nos débats. Vous avez fait des actions sur le terrain auprès de nos compatriotes dans leurs différentes localités. La démocratie n'a de sens et de noblesse qu'au sein d'un Parlement d'ouverture. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette année, nous avons œuvré à mieux faire connaître cette belle institution de la République. Avant de clôturer, nous voulons rappeler certains dossiers importants pour lesquels le gouvernement nous a saisis. Il s'agit des dossiers électifs pour le compte de la CENI, de la HAC et de la CNDH. Le processus de renouvellement de ces différents membres au titre de l'Assemblée nationale sera lancé durant l'intersession pour nous permettre de programmer une séance élective dès la rentrée prochaine ou en cas de besoin. La 2e session de l'année 2021 prend fin. Les parlementaires sont en intersession. Rendez-vous est pris pour le premier mardi du mois de mars 2022. Mais avant de partir en congé, eh bien, la séance a été encore très studieuse hier pour les élus. 2 projets de loi étudiés, au final adoptés dans la soirée ce mercredi. Le premier sur les marchés publics, le second sur le partenariat public et privé avec un objectif toujours rendre le climat des affaires attractif au Togo. Le déroulement de la séance, nous retrouvons Marie-Ange Bida.
Lenteur des procédures de passation de marchés publics, vide juridique sur certaines méthodes de passation, problèmes organisationnels entre contractants. Des insuffisances qui nécessitent la relecture des tests antérieurs, d'où le premier projet de loi portant marché public. Le second porte sur le contrat de partenariat public-privé. Je demande au groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement pour le projet de loi relatif au marché public et le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé. Ces deux tests sont importants de par leur impact significatif sur le processus de développement de notre pays. J'invite donc les députés UFC à voter favorablement le présent test. Au regard de ces analyses claires et stimulantes, il apparaît que ces deux projets de loi relatifs au marché public et au contrat de partenariat public-privé sont des outils juridiques riches de promesses. Le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale votera ces projets de loi. Les deux projets de loi ont reçu l'aval des députés. La loi relative au contrat partenariat public-privé facilite l'investissement privé, permet de multiplier ces types de contrats et le partage d'expériences entre autorités contractantes. La loi sur les marchés publics innove pour des procédures de passation plus rapides, entre autres. Le vote de la loi relative au marché public permet, entre autres, d'améliorer le cadre juridique, de réduire les délais relativement longs des procédures de passation des marchés publics, de résoudre les problèmes organisationnels des autorités contractantes qui entraînent des faibles taux de consommation des crédits d'investissement et d'introduire les achats par voie électronique. Concernant la loi relative au contrat de partenariat public-privé, son vote permet de faciliter l'investissement privé en optimisant la dépense publique pour développer les infrastructures dans les secteurs stratégiques de l'économie nationale. Il permet également de participer à l'amélioration constante du climat des affaires dans notre pays. Ces deux lois permettent au gouvernement d'aller plus loin dans les réponses apportées aux besoins légitimes exprimés par nos populations. Je voudrais rendre hommage au chef de l'État pour son leadership aux côtés de nos populations pour la mise en œuvre des politiques de développement. Ces deux nouvelles lois consolident la politique d'amélioration du climat des affaires au Togo. Elles entrent dans la mise en œuvre de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. L'actualité, bien entendu, c'est la fin de l'année, l'heure du bilan. Le HCROM dresse le sien, un tableau des activités sur les 12 derniers mois, accompli les progrès dans la marche de la réconciliation, des leçons à tirer aussi, les précisions de Christine Pétiquialoubé. 7010 victimes indemnisées pour le compte de la 4e étape du programme. 7 milliards de francs CFA mobilisés pour l'année 2020-2021. Malgré les contraintes, un solde excédentaire de plus d'1 milliard de francs CFA est dégagé. Taux de réalisation 107,85%. Ce solde excédentaire permettra de commencer ou bien reprendre dans un bref avenir la 5e étape. L'ensemble des victimes clairement identifiées ont subi des préjudices. L'indemnisation s'est faite accompagnée d'une prise en charge psychomédicale. Là aussi, les résultats sont réconfortants. En ce qui concerne la prise en charge psychomédicale, il y a 28 victimes qui ont été référées. Nous avons évalué le taux de satisfaction global et l'évaluation a montré qu'il y a à 98,75% la satisfaction des victimes reçues. Des résultats obtenus grâce à l'engagement du chef de l'État et à l'adhésion massive des populations au processus. Le Togo passe ainsi, selon la présidente du HCRON, pour un des exemples de justice transitionnelle réussie. Nous nous sommes fixés des objectifs et nous avons dépassé nos attentes. Plus de 107% de dépassement dans l'exécution des fonds, dégageant encore un solde créditeur. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. L'autre volet de la mission du HCRON, les hommages aux grandes figures de l'histoire du Togo.
Sur cet aspect, les résultats sont en deçà des attentes. Depuis décembre 2017, 20 278 victimes ont été indemnisées. Plus de 15 000 sont encore en attente. Le bilan également à la fêtière de la commune du Togo. Elle tient son assemblée générale ordinaire ce jeudi. Au menu, le bilan des activités, le rapport financier. Les acteurs vont définir également de nouvelles orientations pour mieux répondre aux aspirations des administrés. Le compte rendu de Ramdan Mbassina. Déjà un an que la fêtière des communes du Togo, FCT, est portée sur les fonds baptismaux. Elle réunit en son sein des communes avec pour but de fédérer les énergies pour le développement des collectivités locales. L'Assemblée générale ordinaire qui se tient ce jour planche sur les bilans des activités et le rapport financier. De nouvelles orientations vont être définies à l'issue de la rencontre. La communalisation totale de notre territoire à travers l'érection de 717 communes qui sont aux manettes depuis 2019 est une expérience quelque peu nouvelle dans son approche. Nous sommes donc de nouveaux ouvriers qui avons un intérêt certain à nous retrouver périodiquement pour échanger, pour partager les joies du métier mais également ses peines. Il était également important qu'un certain nombre de propositions qui ont été faites au niveau du Bureau national soient validées par l'Assemblée générale pour être mises en œuvre, afin que, venu l'exercice 2022, nous soyons en capacité de continuer l'abord de nos missions. Le ministre délégué chargé du développement des territoires se félicite de la détermination de ce réseau communal. Je voudrais souligner que la vie et le dynamisme d'une association reposent avant tout sur sa capacité à être véritablement autonome dans la conduite de ses actions. Par conséquent, l'autonomie de votre fêtière ne peut qu'être acquise par l'engagement ferme de ses membres afin d'être un puissant levier de la démocratie locale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les résultats auxquels vous parviendrez à l'issue de cette Assemblée générale vous permettront de mutualiser vos capacités et vos expériences. Aussi, ils vous aideront à définir de nouvelles stratégies et approches de solutions qui contribueront au développement durable partagé qui est au cœur des préoccupations quotidiennes du chef de l'État, Son Excellence Faure Ezodzimna Gnassingbé. Je voudrais enfin renouveler, au nom du gouvernement, ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans le processus de la décentralisation. Pour mieux répondre aux aspirations des administrés, un accord cadre de 5 ans est signé entre la FCT et le ministère de la Culture et du Tourisme. Il s'inscrit dans l'optique de consolider la décentralisation à travers les projets prioritaires communs aux deux parties. Cet accord cadre prend en compte les priorités du ministère de la Culture et du Tourisme en convergence avec celles des communes dans le domaine d'activités liées à l'administration ou gestion touristique et culturelle, au développement de produits culturels et touristiques, au développement du marketing touristique et culturel, au développement des ressources humaines. Son adoption se justifie par le fait que les collectivités territoriales conduisent des politiques dans les secteurs du tourisme et de la culture par l'organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et de la sauvegarde du patrimoine local, la promotion du tourisme et aménagement des sites touristiques d'intérêt local, ainsi que la création et la gestion de bibliothèques communales. De nombreux défis attendent cette jeune fêtière, mais elle pourra compter sur la collaboration des institutions étatiques et les partenaires privés. Et bilan de fin d'année ici et là, mais une fin d'année sous cloche. Les variants Delta et Omicron croisés nous imposent une dose de rappel, vous le savez. Eh bien, la HAC, le personnel a retroussé de nouveau les manches ce matin pour cette troisième dose anti-Covid. Le compte rendu, Tchazim Labaga. La sobriété du cercueil est à l'image de l'homme humble qu'il était. Monseigneur Desmond Tutu a rejoint ce jeudi la cathédrale du Cap, dont il fut l'archevêque pendant une dizaine d'années. C'est d'ici qu'il avait notamment combattu le régime de l'apartheid, appelant dans ses prêches à la liberté, à l'égalité et à la paix. Sa disparition est une perte immense pour le pays tout entier. Je suis ici pour rendre un dernier hommage à cet homme incroyable, inestimable.
Il va nous manquer pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud. Il a ouvert la voie et maintenant, c'est à nous de prendre le bâton de pèlerin et de continuer à avancer. Le cercueil de Desmond Tutu restera accessible au public jusqu'à vendredi. Samedi, la cérémonie d'obsèques sera présidée par l'actuel archevêque du Cap. Il va nous manquer. C'était une personne hors du commun. J'ai dit à mes collègues que je ne pouvais pas en dire plus cette semaine. Si je commence à pleurer, il se pourrait que je ne sois pas capable de faire la cérémonie samedi. Depuis le décès de Desmond Tutu dimanche, les hommages pleuvent aux 4 coins du pays. Comme à Johannesburg ou à Soweto, où il avait vécu aux côtés de son ami Nelson Mandela, autre prix Nobel de la paix mondialement connu. L'archevêque anglican avait rebaptisé l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel à la fin de l'apartheid. Il laisse derrière lui un héritage qui dépasse de loin les frontières sud-africaines. Et voilà, vous venez donc de suivre les derniers hommages rendus à Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. Alors que je vous annonçais donc la campagne de vaccination pour la 3e dose au niveau de la HAC, sujet sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous étions donc en Afrique du Sud. Autre scène à regarder ce soir, je vous amène là, maintenant, au Kenya, à l'Assemblée nationale. Précisément, c'est là que ça se passe. Un projet de loi controversé, les députés ont du mal à s'accorder et ça donne ceci. Regardez. Alors que les législateurs débattaient d'un projet de loi controversé, une bagarre a éclaté au Parlement kényan ce mercredi. Le président du Parlement a brièvement suspendu la séance après les scènes chaotiques qui ont vu au moins 2 députés rivaux échanger des coups selon les images diffusées par les médias locaux. Bernard Koros, un député, a été blessé pendant la bagarre, tandis qu'un autre a été expulsé du Parlement par le président. Les combats ont éclaté après des heures de débat houleux sur un projet de loi. La législation permettrait à une coalition de partis de présenter un candidat aux élections, contrairement à la loi actuelle qui exige qu'un candidat appartienne à un parti ou soit indépendant pour briguer un siège. Ceux qui s'y opposent affirment que le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga les utiliseront pour former une coalition avant le scrutin du 9 août prochain. Retour chez nous où règne plutôt l'entente cordiale à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité des perles pour femmes, c'est la période des fêtes, des perles fêtes de mai de ces jeunes filles de Lama Tchandé, vous allez le voir. Un travail d'artisan apprécié d'ailleurs à la fin de la formation à Kara, la correspondance de Nestor Moussou. Ce sont les produits issus de la formation en joaillerie ou perlage initiée à l'endroit des jeunes filles de la localité de Lama Tchandé dans la Kosa. La formation est l'œuvre de l'établissement Kadi Onction Divine dans l'intérêt de la diversification des activités génératrices de revenus en vue de permettre aux bénéficiaires de s'autonomiser financièrement. Nos grands-mères faisaient du perlage, mais c'était des perles de ranch. Mais les perles nattaient en collier, en boucle d'oreilles et peau de fleurs et autres. L'idée là n'était pas à l'époque. Comme moi, j'ai eu l'occasion de connaître ce métier, de l'exercer, je me suis dit je vais le partager avec mes sœurs du village à Lama Tchandé. Les objets qu'on a eu à produire, ils vont commercialiser ça et économiser. Ça devient en même temps un fonds de roulement pour elles, pour qu'elles puissent acheter les matières premières et reproduire et qu'elles puissent vendre à leurs besoins. Avec les connaissances acquises, les bénéficiaires comptent s'en servir pour sortir de leur situation de précarité. Nous avons appris des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Voyant nos conditions de vie, comment pouvoir gagner de l'argent et de ne pas souffrir au foyer. Nous avons accepté d'apprendre ce métier pour vendre des produits fabriqués et avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants et maris. Pour cela, nous disons merci à l'initiatrice pour la formation qu'elle nous a donnée. Le préfet de la Kosa, Hemo Madiba Oubakali, a exhorté les bénéficiaires à se mettre en réseau afin de travailler en synergie pour pouvoir accéder au marché. Des attestations ont été délivrées aux participantes à la formation. Fin d'année, disions-nous, nous y sommes, encore quelques heures et c'est l'année nouvelle, période de grande circulation sur nos routes, piétons, motos, tricycles, véhicules de tout type, chacun
veut aller vite. Attention quand même aux accidents. Quelques petits gestes peuvent nous sauver la vie, tel que nous le recommande d'ailleurs cette opération. Pancarte visible au carrefour de la capitale. Immaculée Baoué Abalo est allée au plus près pour nous relayer. Ces messages sont aussi présentés par Dodo Haré. De petits messages qui parlent directement aux usagers de la route. Des messages présents à divers carrefours de Lomé. Une opération pancarte s'affaire pour réduire les cas d'accident de la circulation. Beaucoup d'usagers sont touchés. C'était un message que j'avais vu sur la vitesse. Et je me suis dit, mais c'est très bien ça. C'est très bien parce que à l'approche des fêtes de fin d'année comme ça, il y a beaucoup de personnes qui filent énormément et ça cause beaucoup d'accidents. Et ce message-là, le jour-là, m'avait vraiment interpellé, ça m'avait vraiment plu. Chaque année, la vitesse fait perdre la vie à 400, voire 500 usagers sur nos routes. D'autres comportements à risque pointés par ces pancartes sont aussi facteurs de nombre d'accidents qui endeuillent malheureusement beaucoup de familles. Une fois au niveau des feux tricolores, ce message, ça nous fixe en même temps et on s'en rend compte que faut que je diminue la vitesse, il faut que je mette mon casque pour me protéger. C'est une bonne initiative et j'aimerais que cela continue, que ça ne soit pas spécialement au moment des fêtes. Il y a trop du désordre. Il y a les motos qui roulent comme ils ne connaissent pas le code. Quand une moto suit, surtout un taxi, il faudrait qu'il laisse une distance de sécurité. D'autant plus que le taximan, à tout bout de temps, doit s'arrêter pour débarquer ou embarquer les passagers. Donc, il ne respecte pas cette distance de sécurité. C'est ce qui cause souvent des accidents. Dans quelques heures, la Saint-Sylvestre et dans la foulée, le Nouvel An. Moment de grande fébrilité et d'empressement dans la circulation. Des nuits très accidentogènes, souvent sous l'effet de l'alcool. D'où l'importance de cette opération prudence sur nos routes. Le constat, il est fait par tout le monde que nos routes constituent aujourd'hui des foyers de grands accidents. Avec la prolifération des engins à deux roues, nous avons initié ce projet pour sensibiliser les usagers de la route en vue de réduire les accidents sur la route, surtout en cette période de fin d'année. Respecter le feu rouge, ralentir à l'orange, éviter le téléphone au volant, des actes chaque jour observés en pleine circulation. 2022 semble nous faire de belles promesses. Mieux vaut préserver la vie. En rapport encore avec la sécurité, voici ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le jeudi 30 décembre 2021, les forces de défense et de sécurité ont conduit, dans le cadre de l'exécution de leur mission traditionnelle, une opération de contrôle de zone dans le secteur sud-ouest de la ville de Lomé, dans la préfecture du Golfe. L'opération a consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité, de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les secteurs visités, cette opération a permis d'interpeller 42 personnes et de saisir divers objets, notamment 61 motos sans pièces justificatives, du cannabis, du carburant illicite et des armes blanches. Les personnes interpellées, les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des zones concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise dans le but de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays, à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre l'insécurité, surtout en cette période de fête de fin d'année, souvent marquée par la recrudescence de toutes les formes de criminalité. Communiqué signé du général de brigade Damram Yak. Dans la foulée, le communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour, jeudi 30 décembre 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 30 163 avec 747 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 134 avec 21 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 781. Le nombre de décès est de 248. 2 nouveaux décès depuis hier. Communiqué chiffre rendu public par
le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midi Yawa. Allez, on va refermer cette édition du soir sur Atopani. Le tam-tam parlant annonce les couleurs du Festapa, 19e édition. C'est Tovegan qui accueille l'événement cette année. Gisèle Kozona avec Eliagba Nyadao. Atopani a de nouveau parlé. Le grand tam-tam de tous les temps a donné le rythme de Festapa. Tour à tour, les chefs traditionnels ont défilé. Devant les tam-tams, ils parlent en langue atopani. Derrière la mimique et les incantations, tout un message. On retrouve Atopani au centre de toutes les fêtes traditionnelles dans la plupart de la sous-région. Depuis la place publique, Atopani annonce l'événement, qu'ils soient heureux ou malheureux. Son message est vite interprété par les initiés et propagé aux populations qui se mobilisent aussitôt. Bon, il accompagne aussi les danses appelant à l'union, à la fraternité, à l'amour, à la bravoure et à l'affirmation de soi sur la nature. Une semaine de manifestations culturelles centrées sur Atopani, le tam-tam parlant. L'événement valorise la culture togolaise. Aujourd'hui où nous sommes submergés par les nouvelles technologies, nos enfants attachés à leur téléphone et qu'on trouve encore des gens qui organisent la chose culturelle, je dirais tout simplement que c'est merveilleux. C'est la première fois que cet événement a lieu à Tovegan. 17 jeunes filles vierges retenues suite à la compétition seront accompagnées jusqu'à l'âge de la maturité, 20 ans, âge auquel elles seront couronnées reines vierges. Et restez surtout avec nous sur la télévision togolaise. Vous suivrez ce soir le message de vœux du président de la République. Message annoncé donc pour ce soir. En attendant, retour à la HAC où, je vous le disais, la HAC qui prépare aussi la fin de l'année, une année sous cloche. Les variants Delta et Omicron croisés nous imposent une troisième dose. Et bien, à la HAC, justement, le personnel a retroussé de nouveau les manches ce matin pour cette troisième dose anti-Covid. Le compte-rendu de Kazim Nabaka. La salle des plénières de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, transformée exceptionnellement en vaccinodrome. Le président de cette institution, Telou Pitalonani, et les membres ont reçu leur troisième dose de vaccin contre le coronavirus. Un acte citoyen pour une institution républicaine qui se plie librement et volontairement à l'appel du gouvernement pour une dose de rappel. Ce virus avec ses variants, Delta d'abord, aujourd'hui on parle de Omicron, avec ses désastres, ses morts, et je pense quand même que la HAC ne peut ne pas accepter cette opération. Je pense qu'il est de notre devoir, non seulement de nous préserver, de préserver également la santé de la population, la santé nationale. Parce que le gouvernement fait de son mieux, fait des dépenses, pour des sacrifices, pour que la population soit en bonne santé. Et il revient à la HAC aussi de montrer l'exemple. Exemple immédiatement suivi par l'ensemble du personnel de cette institution de régulation des médias. Au nombre de 42, ils sont passés par équipe de 5 pour respecter la mesure de distanciation physique. Nous avons beaucoup apprécié cette opération. Nous invitons toute la population à accepter se faire administrer la troisième dose afin d'arrêter la propagation de la pandémie dans notre pays. En plus, continuer de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Cette troisième dose ou rappel vise à booster ou renforcer les effets bénéfiques des 2 premières doses ou de la dose unique pour ceux qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson. Elle s'est montrée particulièrement efficace face au virus. Elle intervient au moment où le Togo fait face à une nouvelle vague de contamination due au variant Omicron.
Je vous l'annonçais donc tout à l'heure, c'est l'annonce donc de ce soir. Vous suivrez dans quelques instants sur notre antenne le message de vœux du président de la République, son Excellence Farissos Zinoa Gnassingbé. Ce sera donc ce sera donc dans quelques instants. Vous restez donc à notre compagnie. Cette édition se referme tout de même. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Lama Chamde dans la Cosa, à Baguida dans le Golfe. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, bon réveillon. Je vous retrouve ce soir. On reste ensemble dans l'attente donc de ce message de vœux du président de la République. Belle soirée, à très bientôt. Envie de retrouver